C'est la dernière session de la conférence et je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les choses afin que vous soyez prêts lorsque ce sera votre tour. Donc, premièrement, il y aura des rapports des représentants des laboratoires. Donc, il y a 6 rapports. Chaque représentante aura 6 minutes pour leur exposer. Donc, tout d'abord, les rapports des présidents des laboratoires. Vous aurez 5 minutes chacun. Et ensuite, une période de discussion d'environ 15 minutes. Par la suite, nous avons préparé des diapositives résumées de la conférence. Nous allons les parcourir et nous allons également vous poser des questions. C'est donc la deuxième étape. La troisième, c'est l'UNICEF et l'OMS vont communiquer un énoncé conjoint et suite à cela, nous allons vous communiquer l'énoncé de la conférence et suivra une discussion finale et la conclusion de la conférence. Sans plus attendre, j'inviterai les représentants de laboratoire à venir ici sur la scène et je vais vous demander de parler ici au podium, étant donné que nous n'avons pas de microphone cet après-midi. Donc, j'inviterai les animateurs et les animatrices des sessions de laboratoire à venir sur scène. Il nous manque quelques personnes. D'accord. Donc, nous allons parler des... plutôt, il n'y a pas d'équilibre entre les sexes et la représentation des sexes ici, mais vous voulez commencer? On vous écoute. Vous avez 5 minutes. Je représente le laboratoire sur l'analyse des données, l'innovation. Nous avons parlé des technologies émergentes. Nous avons parlé des estimés, de modélisation, d'utilisation des échantillons, pour les échantillons, notamment pour les autopsies verbales. Nous avons utilisé également des données de mortalité. Nous avons examiné aussi les causes de décès. Nous avons utilisé ces 2 questions pour examiner justement ces nouvelles technologies, ces technologies émergentes. Et voici les questions les plus importantes qui ont été soulevées, suivies d'actions et d'étapes possibles. Une des questions principales qui a été soulevée, c'est comment augmenter l'enregistrement de décès en utilisant des mesures d'encouragement. Quelles sont certaines mesures que nous pourrions utiliser? Et aussi la mauvaise saisie de données par rapport à l'enregistrement des données de décès. Qu'est-ce qu'on peut faire à cet égard? Et pour les enregistrements de décès dans des pays à revenus intermédiaires et à haut revenus, on devrait pouvoir améliorer la qualité de ces données. Il y a des pressions aussi d'utiliser des estimés modélisés plutôt que les données directes. Comment est-ce que les pays devraient régler ces problèmes? Il y a très peu de demandes pour obtenir davantage de données associées au décès. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler davantage avec les ministères de la Santé qui se concentrent sur des programmes de gestion de maladies plutôt que d'aller recueillir des données associées au décès. Et il pourrait y avoir
Il y a des exemples de succès. Donc, par exemple, le fait de pouvoir générer des rapports de taux de mortalité pour les mères, de travailler également avec d'autres organisations en vue de pouvoir établir des objectifs à long terme pour justement obtenir ces données sur les taux de mortalité. Il faudrait aussi considérer la possibilité d'avoir des autopsies sociales pour pouvoir faire face aux lacunes dans le système sans créer un fardeau supplémentaire dans un des pays à revenus élevés. Il y a la possibilité d'avoir davantage de données ponctuelles. Donc, plutôt que d'avoir des données routinières de façon trimestrielle ou annuelle. Donc, par exemple, on parle entre autres de la crise des opioïdes, d'avoir davantage de données ponctuelles. Un autre point qui a été soulevé, c'est les coûts de démarrage seraient probablement élevés, mais de façon générale, on s'entendait que les coûts d'exploitation à long terme pourraient être assumés par les pays. Certains des résultats de cette conférence inclut qu'il pourrait y avoir beaucoup de sources de données à même un pays, par exemple des enregistrements de décès, les dossiers de policiers, les accidents de la route, et c'est possible d'harmoniser ces données afin d'avoir une représentation nationale des taux de mortalité à même un pays. Certaines actions aussi, des possibilités d'élaboration de politiques à long terme. Il y a certaines questions qui ont été posées également. Est-ce qu'il devrait y avoir certaines priorités à même le SEC d'ici 2030 ou est-ce qu'on devrait se concentrer sur tous les événements, que ce soit, par exemple, les naissances, le mariage et le décès? Est-ce que l'Organisation mondiale de santé devrait être responsable d'établir des lignes directrices sur les taux de mortalité? Est-ce qu'on peut faire participer les agences de statistiques nationales en vue d'élaborer ces dossiers de demande d'investissement, étant donné qu'ils ont énormément d'expérience dans les recensements nationaux? Et est-ce qu'ils devraient jouer un rôle plus important qu'ils ne le font présentement? Et est-ce que le CRDI et d'autres organisations pourraient jouer un rôle plus important pour renforcer les capacités en vue de s'assurer que les systèmes de ESEC sont durables à long terme? Merci infiniment. Karina, vous êtes prête? Combien de recommandations avez-vous? Vous avez 5 minutes. Donc, je vais m'en tenir à 5 minutes. Faisais partie d'un laboratoire sur la conception axée sur la personne. Je peux vous dire que les discussions étaient très passionnées. Nous étions très fortunés. Nous avions un laboratoire où nous avons examiné justement la conception axée sur les personnes. Nous avons examiné un exemple de la Guinée dans l'Afrique occidentale. Nous sommes très concentrés sur ce pays, mais c'est aussi un cas très intéressant pour nous. Donc, nous avons demandé aux participants de justement répondre à 4 questions qui sont vraiment clés à cette conception. Bon, quelles seraient, par exemple, les cibles faciles pour améliorer les systèmes et faire en sorte que ça soit plus axé sur la personne? Et aussi, quelles sont les modifications qui pourraient être nécessaires à même le cadre juridique afin que les cadres juridiques soient plus axés sur la personne? Aussi, il faudrait tenir compte des collectivités. Comment pouvons-nous établir davantage de partenariats avec les collectivités afin qu'ils tiennent compte de tous les événements démographiques? Et finalement, quelles sont les étapes nécessaires pour changer les normes sociales par rapport aux événements démographiques? Donc, les discussions étaient très animées. Et nous avons eu quelques recommandations et nous avons quelques conclusions. Nous avons écouté ce qui se passe sur le terrain au Pakistan, en Afghanistan, en Europe également, Bangladesh, et ainsi de suite. Les discussions étaient très riches.
Donc, je ne dirais pas que nous avons établi un consensus, mais il y avait quand même quelques idées qui ressortaient de ce laboratoire. Et voici, j'en ai préparé un sommaire. Nous venons à la conclusion qu'à moins qu'il y ait des évaluations exhaustives, et ce serait difficile d'avoir des cibles faciles. On ne doit pas regarder que ces cibles faciles, mais on doit aussi demander au gouvernement d'entreprendre ces évaluations exhaustives. Ça peut être très important pour que les gouvernements s'approprient de ces projets. Il y a toute la question aussi de systèmes passifs et systèmes actifs. Il y a ces systèmes qui sont conçus où les gens viennent donner les données, mais comment faisons-nous aussi pour modifier les cadres juridiques afin qu'ils soient davantage axés sur la personne? Dans les collectivités, on veut qu'il y ait davantage de participation de la part des partenaires et s'assurer qu'il y a une représentation également des hommes et des femmes. C'est important également de tenir compte de cette optique du genre pour s'assurer que les femmes et les hommes et d'autres communautés vulnérables font partie de cette mobilisation. Il y avait aussi toute cette question en Guinée. Nous avons regardé les données qui étaient disponibles, les données qui avaient été générées par le SEC, qu'est-ce qui était disponible. Et nous avons décidé qu'il fallait générer des données probantes, pas seulement au niveau des stratégies, mais il faut regarder aussi du côté de la demande et de pouvoir concevoir des plans de communication fondés sur des données probantes. Une autre chose aussi, c'est comment pouvons-nous tirer profit des autres systèmes, par exemple le système de la santé. Bon, je vais revenir à toute la question de législation. Nous en avons discuté, à savoir que les pays qui ont ratifié des conventions internationales où on parle justement de la SEC, notamment les naissances et les mariages, est-ce que les législations nationales devraient être modifiées en fonction de cela? On doit s'assurer que l'État remplit son rôle de garantir l'exercice des droits pour tous. Nous en sommes venus à la conclusion également que les cadres juridiques et institutionnels devraient être alignés pour profiter aux bénéficiaires. Les gouvernements nationaux devraient refléter cela dans leur législation et leurs pratiques. Une autre recommandation, c'est qu'on devra avoir de meilleures documentations quant aux meilleures pratiques. Nous devons également chercher à améliorer certains programmes et, dernièrement, de pouvoir appuyer les gouvernements pour mettre en place des systèmes de SEC. Voilà, c'est complet. Merci, Irina. 5 minutes exactement. Teresa? Donc, je vais parler de l'innovation dans le domaine de la santé. Premièrement, je vais expliquer ce que nous avions fait. Nous avons utilisé une technique d'aquarium, c'est-à-dire on met les gens dans un cercle et on permet aux gens de participer ou non à une conversation. Nous avons eu une étude de cas. Nous avions un pays fictif qui s'appelait Zazalan. Il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de naissances à domicile, beaucoup de décès à domicile. Il n'y avait pas de système fonctionnel non plus. Et en plus, il y avait des taux d'immunisation très élevés. Mais nous avions ajouté aussi un système ESEC qui était surtout couché sur papier et les gens devaient aller très loin en vue de s'enregistrer et aussi les gens devaient payer pour s'enregistrer. Et ensuite, nous avons tenté d'identifier, de cibler des solutions. Bon, pour l'enregistrement des naissances, il y avait de nombreuses solutions qui ont été proposées. Premièrement,
des avis par texto par des travailleurs dans les collectivités, des sages-femmes et des travailleurs dans les collectivités. Il faudrait aussi décentraliser le système d'enregistrement communautaire au plus bas niveau. La participation de la collectivité était importante aussi pour pouvoir augmenter la demande. Il fallait aussi inclure les hommes. Il faut aussi réduire des problèmes tels que des frais, la distance et ainsi de suite. Il fallait aussi avoir des mesures d'encouragement, peut-être, par exemple, remettre un ensemble de choses pour des enfants. Il fallait aussi avoir des liens avec les centres de santé. Il fallait également examiner la législation en vue de les simplifier, de pouvoir remettre également des enregistrements temporaires, des actes de naissance temporaires. Les gens pourraient utiliser, entre autres, leur carte d'immunisation pour pouvoir obtenir plus tard un acte de naissance. Il faut s'assurer également que les actes de naissance sont les seules sources d'identité approuvées. Et pour les travailleurs dans le domaine de la santé, il ne faut pas ajouter à leur fardeau, mais il faut simplifier leur participation. En ce qui a trait au décès, on a proposé d'avoir un registre mobile des équipes qui se déplaceraient de SEC. On peut utiliser également des systèmes par rapport à la vérification prénatale afin de pouvoir améliorer les données dans ce domaine-là. Utiliser également des registres mobiles, c'est-à-dire l'enregistrement qui se déplace, aussi puiser dans les collectivités pour demander aux chefs religieux de participer à cela, mais il faut utiliser les données collectivités pour l'imputabilité sociale. Il faut partager l'information au sujet des causes de décès avec la collectivité en vue d'obtenir davantage de participation. Il faut qu'il y ait des mesures d'encouragement pour les avis, notamment pour les avis de décès. On pourrait obtenir des prestations pour les enterrements ou pour une assurance, où les professionnels de la santé ou d'autres travailleurs doivent être désignés comme responsable de ces enregistrements. Il y a quelqu'un qui a soulevé des points importants, c'est-à-dire que dans le système du ESSEC, il y a un manque de confiance de la part des dirigeants de la collectivité ou les gens qui travaillent dans les services de santé puissent participer à ces enregistrements. Nous devons commencer en quelque part. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Teresa. Jane, vous avez des feuilles mobiles, paraît-il. Ça va être un grand défi pour moi de m'en servir. On était le groupe étudiant le blockchain, chaîne de blocs. On a également eu des discussions très animées. Mais une chose qui est ressortie dans la discussion dès le départ, c'est que chaque participant ne savait rien au sujet de blockchain. Donc, on a pris beaucoup de temps pour aider les participants à comprendre de quoi il s'agissait. Et notre objectif, c'était de piquer leur intérêt pour qu'ils veuillent aller apprendre un peu plus là-dessus. Alors, les discussions portaient sur ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer, pas seulement à l'ESSEC, mais à d'autres problèmes dans les pays en voie de développement du monde. Alors, les recommandations. Première recommandation, les gens ne savent pas assez au sujet des blockchains, les gouvernements et les populations générales non plus. Alors, il faut sensibiliser les gens, il faut faire davantage de recherches là-dessus. Et le deuxième groupe a dit qu'il faudrait peut-être rédiger un livre blanc sur blockchain. Il y avait des préoccupations, toutes sortes de risques. Par exemple, certains risques pouvaient être dissipés très rapidement, mais il y a d'autres risques, en fait, que
qu'on n'a pas encore identifiées. Alors, ça, c'était la première chose. Deuxième chose, partager les informations. Donc, on propose de communiquer les informations sur la technologie de la chaîne de blocs avec ceux qui s'y intéressent. Deuxième chose, comment les gouvernements peuvent-ils mettre à l'essai ces technologies sans provoquer des risques pour leur population? On a parlé des règlements, de la réglementation. C'est pour permettre l'essai de ce genre de technologie de façon sécuritaire et voir comment ça pourrait fonctionner dans le contexte du pays donné. Les gens se préoccupaient des normes, des règlements, de la conformité également, on en a parlé. Et ce qu'on aimerait vous proposer est comme suit. Alors, c'est une technologie sur laquelle beaucoup de pays travaillent et il faudrait peut-être assurer une certaine collaboration entre ces groupes et pays qui travaillent. Ça va permettre aux autres pays à cerner les risques et les régimes de conformité et réglementaires qu'il va falloir mettre en place pour que ça fonctionne pour la population. L'autre question qui a été posée, alors, montre des exemples de comment ça pourrait fonctionner, comment ça fonctionne en réalité. Il y a plusieurs pays en voie de développement qui ont déjà mis en application cette technologie, mais il faudrait démontrer cela, exposer cela aux autres pays. Alors, il faudrait peut-être avoir une liste d'exemples de comment ça fonctionne dans certains pays. Il y a deux autres questions qui ont été posées. Est-ce que ça fonctionnerait pour les milliards les plus pauvres? Oui, d'accord, mais il faudrait qu'on montre comment. Et je pense qu'il faudrait qu'on vous communique de l'information pour savoir comment ça fonctionnerait en réalité. Deuxième question, qu'est-ce que ça fera pour réduire l'inégalité? Et on devrait peut-être partager d'autres informations là-dessus avec vous. Un résultat ou un constat, c'est qu'il faut qu'on y réfléchisse davantage et j'espère que le CRDI ou un autre partenaire voudrait bien faire de la recherche là-dessus pour promouvoir cette compréhension. Je pense que les participants ont quitté l'atelier, ont convaincu en fait de l'utilité de cette technologie. Nous le savons tous, cette conversation se produit chaque année depuis 20 ans. C'est la même conversation. Il y a des pays qui ont enregistré 2 à 10% de la population. Alors, poursuivre le même modèle ne va plus fonctionner. Donc, ça vaut la peine d'investir un peu plus dans cette technologie qui pourrait être transformatrice. Thank you very much. Merci beaucoup. Jane? Alors, le moral, en fait, qui ressort de cette histoire, c'est de ne pas dire non avant d'avoir essayé. Ed. Thank you very much. Alors, merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais bien appliquer cela à l'ESSEC ouvert. C'était le thème qu'on a abordé. Merci aux participants qui ont participé à notre atelier. C'était très interactif. On a donc assuré une bonne participation. Notre atelier portait sur le SEC numérique pour le bien collectif. Alors, le SEC ouvert serait une solution ouverte, disponible à tout le monde et qui serait axée sur les normes. Ce serait une plateforme commune qui pourrait être utilisée par plusieurs pays. On était en train de former un modèle. Il y a eu 2 sessions, une session en anglais, l'autre en français. Alors, celle qui était en français était un peu plus simple et ça, c'était à cause de mes capacités linguistiques. Le premier groupe
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une session de co-création. On a pris le concept de l'ESSEC ouvert et on a réfléchi à cela du point de vue de 3 utilisations bien précises. Une mère avec un nourrisson, un travailleur de la santé qui fait la collecte des informations sur la naissance dans la collectivité et troisièmement, un registraire dans un bureau de l'agence nationale. Donc, on a créé des profils pour qu'on puisse vraiment comprendre la mentalité des clients. C'était l'approche qu'on a proposée pour la conception des systèmes, que ce soit le SEC ou autre. Alors, on a fait cela et on est allé chercher des exigences des participants. Quelles sont les exigences nécessaires pour permettre de combler les besoins des utilisateurs? Ça nous a beaucoup aidé à concevoir le SEC. Quelques observations par rapport à ce qu'on a dit, surtout pour le deuxième groupe. On a une conversation plutôt générale. On a parlé de comment transférer les données des systèmes existants au nouveau système ESEC et comment donc faire cela. Et deuxièmement, avoir besoin d'une référence, un exemple d'un pays pour montrer comment ça peut être mis en vigueur sur le terrain. J'espère que la prochaine fois, je pourrai vous présenter les résultats de cela. Les résultats de l'atelier, les leçons apprises. Alors, il semble avoir un consensus à savoir que les services ESEC, surtout la technologie, devraient être conçus pour réagir aux besoins des utilisateurs, mais également de très grande qualité. Offrir les données aux utilisateurs pour leur permettre de faire leur travail. La conception devrait être axée sur les utilisateurs qui nous donneraient accès à des informations qui ne seraient pas prises en compte par les processus traditionnels. Donc, nos nouvelles exigences pour vraiment axer le service sur les utilisateurs. Les systèmes doivent être conçus en tenant compte de la confidentialité, la protection des données, donner aux utilisateurs une idée des données qui sont disponibles et pas disponibles au gouvernement. Plusieurs participants ont également parlé du besoin de l'ESEC ouvert et le besoin de mettre en vigueur certaines composantes dans leur pays et mettre à l'essai l'interopérabilité entre le SEC et leur système existant. Quelques exigences ont découlé en fait de l'exercice que nous avons fait. 3 actions qu'on recommande. Premièrement, une guide pratique sur la conception axée sur la personne devrait être élaborée par les acteurs appropriés et devrait être incorporée dans les documents actuels tels que le guide sur le SEC existant. Nous avons des informations de base, mais il faudrait peut-être les étoffer. Deuxième recommandation, on a vraiment besoin d'élaborer des normes en matière d'interopérabilité. C'est nécessaire, mais ça pourrait se faire dans tous les contextes. On a besoin de ces normes pour qu'on peut assurer l'interopérabilité entre la santé et les systèmes d'identité nationale, etc. Troisième recommandation, il faudrait constituer un groupe de consultatif composé de gens avec des compétences diverses pour assurer la réussite de l'ESEC. Thank you very much. Merci beaucoup. Et je remarquais le licorne sur votre portable. J'espère que ce n'est pas signe de ce qui est impossible, plutôt de ce qui est possible. Yes, thank you. Merci beaucoup aux participants qui ont participé à notre groupe. Notre discussion portait sur la transformation de l'ESEC par l'amélioration des procédures. Au centre de cette discussion était
était le fait que les procédures sont effectuées par les acteurs dans les ministères et dans les agences diverses. Et ces groupes fonctionnent de façon verticale en silo. Donc, il y a des procédures fragmentées qui sont très peu efficaces. Alors, notre hypothèse de base était comme suit. On doit améliorer les procédures de l'ESEC. Là, je parle des procédures qui sont effectuées pour atteindre un objectif donné. Si votre objectif, c'est de compléter, réaliser l'enregistrement, il y a plusieurs activités. Il y a l'événement, la naissance, etc. Ensuite, il y a d'autres activités ou tâches qui doivent être effectuées pour atteindre l'objectif ultime. Si vous voulez transformer le CRVS, on pense qu'on peut seulement le faire en transformant la procédure. Ça veut dire qu'il faut comprendre d'abord la procédure, il faut l'analyser pour bien comprendre les composantes. Ensuite, il faut la réformer, la refondre pour tenir compte des défis. On a présenté une démarche structurée pour améliorer les procédures. C'était notre point de départ. Ensuite, nous avons présenté deux cas d'études de cas, une étude en Tanzanie, l'autre au Ghana. Ensuite, nous avons parlé de comment renforcer la capacité. On a également parlé de comment on peut concevoir une gouvernance efficace au sein des structures ESEC existantes. Alors, il y a des structures existantes, mais si on veut modifier des procédures, on ne peut pas seulement mettre à contribution des experts de la technologie. On a besoin de la participation de tous les acteurs. On a besoin de la participation de l'exécutif, des ministres, des secrétaires exécutifs, des PDG. Et également, l'idée ici, c'était de veiller à ce que cette procédure, cette modification de procédure soit bien accueillie par tous les acteurs. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut modifier ces procédures dans les pays où les niveaux de sécurité en matière de l'ESEC sont différentes? Comment est-ce que la collectivité mondiale peut-elle appuyer la modification ou la mise à jour des procédures? La première chose qu'on a fait, c'était de présenter des hypothèses. On s'est entendu pour dire que les avantages qui découleraient des améliorations à la procédure pourraient finalement améliorer l'efficacité des systèmes ESEC. Les participants ont également dit que le renforcement de la capacité dans des pays donnés était nécessaire pour appuyer les efforts de transformation de l'ESEC. Les participants ont également parlé du besoin de mettre sur pied des groupes consultatifs pour assurer l'imputabilité. L'idée là, c'était que beaucoup de ces initiatives se concentraient sur les experts technologiques. En Tanzanie, par exemple, il y avait des changements qui ont été apportés, mais que ça exigeait par la suite des modifications au cadre législatif effectuées par le gouvernement. Donc, il fallait obtenir l'appui de l'équipe technique et du comité directeur. On a également dit qu'il fallait mettre en relief les réussites. On a dit qu'il fallait élaborer des formations et on a dit qu'il fallait également créer une communauté de praticiens en matière de ESEC qui peuvent appuyer les pays. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, nous avons le temps pour peut-être 2 rondes de questions. Je ne sais pas s'il y a des observations du public, des participants. Je vous cède la parole. So, questions, comments?
Alors, Annika, vous avez des questions? Présentez-vous un microphone, s'il vous plaît, oui. J'aimerais également dire qu'hier, Ilio Martin, alors, dans le cadre de la session sur le numérique, on a parlé d'une question fort importante. Alors, on a parlé du changement de paradigme au sujet de l'identité. Et ça, grâce aux technologies qui émergent maintenant, les gens auraient la capacité de gérer leur propre identité, l'utilisation de leur identité. On a dit que c'était très important et hier, on a recommandé ce qui suit, qu'on devrait peut-être rédiger un livre blanc sur les défis de base qui émergent dans le domaine de l'identité numérique. Alors, on pensait que ce serait très important pour la discussion. D'autres observations ou peut-être questions? Okay, everything is clear. Alors, tout est très lucide, très clair. Alors, les ateliers ont bien fonctionné, ont atteint tous leurs objectifs. J'aimerais remercier les animateurs. Et maintenant, on va passer à la prochaine partie de l'après-midi, la présentation des diapositives qui vont vous présenter les questions, les solutions, etc., qui ont été soulevées pendant cette conférence-ci. Okay. It's not. This one is not working. What did I do? Did I switch the whole thing off? Okay. Okay. Maybe I'll just read them from here. Peut-être que je vais lire les diapositives. Je ne veux pas vous ennuyer avec la lecture, mais aussi pour l'interprétation, c'est important parce que nous avons les diapositives qu'en anglais. Donc, je vais lire le document et ensuite, je vous inviterai à nous fournir vos observations. Donc, ici, on parle de ce que nous avons entendu. Ce n'est pas nécessairement des points qui ont été soulevés pour lesquels il y a eu des consensus ou des engagements, mais quand même, c'est un résumé des points saillants. Donc, tout d'abord, voici ce que nous avons entendu, c'est que les systèmes ESSEC doivent être conçus en axés sur la personne. Et Arina vient d'en parler. C'est la ventilation des données par sexe, à tout le moins. C'est une approche qui est fondamentale. C'est malheureux que nous n'ayons pas ces données. Nous devons aussi concevoir, élaborer une analyse robuste pour expliquer quels sont les avantages d'investir dans des systèmes de ESSEC et comment ces avantages l'emportent sur les coûts économiques et autres. Les systèmes également doivent être conçus, qui peuvent être exploités et qui peuvent aussi aider à intervenir en cas de conflit et d'urgence. Cela reflète certaines des discussions qui ont eu lieu hier. Ensuite, l'innovation, ce n'est pas qu'une question de technologie. Il faut aussi cibler de nouvelles façons de travailler ou de renforcer les questions fondamentales, notamment les approches, les partenariats, l'inclusion sociale. Nous en avons parlé hier par rapport aux avantages des systèmes de SEC. Il y a énormément d'avantages. L'innovation technologique aussi n'est pas une question de technologie, mais l'utilisation, l'application de ces technologies. Et ça revient à ce que vous avez dit aussi. Il faut également voir comment fonctionnent les choses sur le terrain. Il faut aussi qu'il y ait davantage de collaboration entre les secteurs et les partenaires afin de pouvoir appuyer les priorités telles que définies par les pays. Donc, les stratégies nationales sont au cœur de ce que nous faisons. Nous devons apprendre et aussi nous devons pouvoir communiquer les uns les autres des succès qui nous ont permis d'outrepasser, de pouvoir surmonter les contextes spécifiques.
Donc, il y a énormément de défis, mais il y a beaucoup de défis qui se ressemblent et nous pouvons apprendre les uns des autres à cet égard. Nous avons également parlé du fait qu'il faut des solutions locales, mais on peut aussi apprendre des expériences régionales et internationales. Mais comment faire cela en pratique? Donc, justement, toute cette relation entre les localités, les régions et les pays à l'international. Comment est-ce que la prestation de services peut être bonifiée en vue de créer une demande pour ces systèmes d'ESSEC? Ricky en a parlé plus tôt aujourd'hui. On ne parle pas que des enfants ici, ou à savoir si les gens s'enregistrent ou non, mais les systèmes de ESSEC sont-ils des systèmes gérés par les États? Est-ce que c'est utile ou bénéfique pour les gens de s'enregistrer? Dans des situations de conflit et d'urgence, comment est-ce que les systèmes d'agences et de partenaires internationaux, comment est-ce que ces systèmes peuvent être interopérables avec les systèmes nationaux qui sont déjà en place? C'est quelque chose que nous voyons tous les jours. Nous avons parlé des exemples en Syrie et au Bangladesh. Il faut aussi reconnaître le potentiel des systèmes intégrés. Comment peut-on assurer la protection des données pour les différentes populations? C'est une question qui a été soulevée hier par certaines personnes. Il s'agit tout de cette question de protection sociale ou protection à la vie privée. Ce sont des questions que nous n'avons pas discutées en profondeur lors de cette conférence, mais peut-être que cela pourrait faire l'objet de dialogues et de débats à venir. Nous avons aussi entendu que les questions de protection de la confidentialité et de protocole de données doivent être incorporées dans un cadre juridique. Nous devons également passer de l'étape de la conscientisation à une approche plus participative en vue d'établir des liens entre les communautés et les intervenants. Il faut adopter un changement comportemental. Nous avons donc eu une réunion lundi à cet égard. Il faut avoir une approche vraiment participative avec les collectivités, mais aussi notamment avec les femmes et aussi les représentants des femmes dans les collectivités. Nous devons élaborer aussi des orientations mondiales en vue d'intégrer les systèmes d'identité unique et de SEC. C'est un des résultats importants de cette conférence, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'occasions pour pouvoir mettre en lien des systèmes de ESSEC, des systèmes d'information de santé, et ainsi de suite. Comment pouvoir faire communiquer tous ces systèmes? Comment pouvons-nous assurer que tous ces systèmes soient alignés et que nous ayons une orientation mondiale cohérente? Nous devons analyser les données que nous avons et nous devons publier les résultats. Ce n'est pas unique, ce n'est pas particulier au ESSEC. Il y a beaucoup de données qui restent non utilisées. Donc, nous devons vraiment adopter de meilleures pratiques et de meilleures solutions. Afin que les systèmes de SEC puissent être à l'avantage de tous, nous devons passer de l'analyse à l'action, justement en ce qui a trait aux inégalités entre les sexes. Nous en avons parlé, entre autres, lors de notre présentation sur toute la question du genre. Alors, nous aimerions entendre vos observations. Voici ce que nous avons entendu. C'est un résumé de ce que nous avons entendu, mais nous voulons entendre parler de vous. Qu'avez-vous entendu? Est-ce que c'est ce que vous avez retenu également? Est-ce que ce sont les résultats principaux que vous allez retenir, que vous allez pouvoir communiquer à même vos organisations? Et qu'allez-vous faire de façon différente après cette conférence? Probablement que votre vie ne changera pas du jour au lendemain, à moins que vous ne le vouliez, mais j'espère quand même qu'il y a quand même eu un certain apprentissage
Et j'espère quand même qu'il y aura certains résultats qui feront différence quant à notre travail. Donc, j'inviterai les gens à répondre à ces questions. Et c'est une autre raison pour laquelle je voulais parcourir les diapositives rapidement, parce que nous voulons vous entendre. Donc, premièrement, qu'avez-vous entendu? Les microphones sont prêts. Il y en a 3. Jonathan. Merci beaucoup de ce résumé. C'est excellent. Je sais à quel point c'est difficile, justement, de pouvoir élaborer un tel résumé. À part ce qui a été présenté, j'aimerais revenir à ce qu'a dit Cornelius hier soir sur l'innovation numérique. Toute nouvelle technologie exige quand même une fondation, un cadre juridique et ainsi de suite pour nous permettre justement de bonifier les systèmes. Donc, toutes les interventions que nous faisons pour pouvoir faire la promotion des technologies, il y a quand même des jalons qui doivent être en place. Les capacités, les arrangements institutionnels, la législation, les pratiques d'affaires, ainsi de suite. Donc, Jonathan, j'ai une question à vous poser. Je ne veux pas vous mettre au pied du mur, mais y a-t-il quelque chose que vous allez faire différemment lorsque vous allez rentrer chez vous? Donc, encore, je ne vous mets pas sur la sellette, mais vous l'êtes quand même. Oui, je pense que nous pouvons en faire davantage du côté de la Banque mondiale pour mieux articuler cette intégration des systèmes de SEC et de l'identité. Il y a des mauvaises informations qui circulent. Je pense qu'on pourrait travailler avec le centre et avec quiconque d'autre. C'est une question très importante et je voudrais revenir au Canada encore une fois. Oui, nous sommes très chanceux avec la météo en février, mais peut-être que vous pourriez revenir à un autre moment de l'année. Autre commentaire, observation? Qu'avez-vous entendu? Merci. Et merci pour une excellente conférence ici à Ottawa. Donc, là, dans la session sur la technologie de la chaîne de blocs, on a constaté que nous avons vraiment de bons praticiens dans le domaine de l'ESSEC, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui veulent vraiment perturber la situation, qui veulent vraiment regarder les choses de façon différente. Et comme communauté, on doit vraiment essayer d'avoir de nouveaux intervenants qui nous forceront à regarder les choses dans une perspective différente. Donc, c'est ce que vous retenez de la conférence. Merci. Excellente conférence. J'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup de résultats. C'était vraiment incroyable. Bon, une question que je voudrais porter à votre attention. Nous savons à quel point c'est important de stimuler toute la demande pour le SEC. Il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment avec les plans d'action, les partenariats avec les gouvernements. On a mis beaucoup d'accent sur toutes les questions du genre, également par rapport aux ODD. Et on veut pouvoir aussi surveiller les résultats associés aux ODD. Donc, ce serait vraiment bien de se souvenir que le ESSEC est vraiment la base d'un système. Donc, il faut pouvoir créer une demande et ensuite bonifier les systèmes de SEC. Excellent. Merci. I will speak French. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je crois que je rentre au Cameroun pour regarder les choses avec une nouvelle lentille, un nouveau prisme. J'ai appris ici d'aborder les problèmes. Vous savez, il y a la demande de l'état civil, il y a l'offre d'état civil de l'autre côté. Et je crois que désormais, il faudrait regarder, n'est-ce pas, avec le phénomène de genre, ces choses. Nous les abordions avec l'approche globale. Et bien, désormais, il faut regarder avec le genre. Il faut regarder avec les populations dites marginalisées, n'est-ce pas, les réfugiés, les migrants qui existent nombreux dans mon pays et même dans les pays voisins au Cameroun.
Voilà ce que je retiens de la conférence. Merci. C'est un bon message. Merci beaucoup. Other takeaway messages. Y a-t-il d'autres messages, d'autres résultats? Y a-t-il d'autres gens qui s'engagent à faire les choses différemment? J'étais dans la session sur l'évaluation des pratiques d'affaires et nous venons compléter une analyse dans mon pays en utilisant des outils de SEC. Nous avons élaboré une stratégie avec un budget, mais lors de cette session, j'ai vraiment constaté qu'il faut vraiment prendre un peu de recul et voir comment ces systèmes existent. Bien sûr, il faut regarder ce que nous avons présentement et comment on peut utiliser cette base pour comprendre comment fonctionne le système, où il y a des problèmes et à partir de cela. Les intervenants clés en Guinée, les intervenants clés dans ce domaine en Guinée seront très intéressés par les résultats de cette conférence. Merci infiniment. Je crois que c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on n'a pas à réinventer la roue. Il y a des leçons et des expériences que nous avons apprises et j'espère que vous allez quand même établir des relations. Et si vous avez une question, j'espère que vous avez eu une réponse. Est-ce que aussi le réseautage, c'était utile? C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le réseautage. La réception est un peu courte, les pauses de café aussi. Y a-t-il d'autres commentaires, observations? Oui, je voudrais en termes de faire les choses de façon différente, j'espère qu'on va pouvoir s'engager chez nous à rappeler les pays qui nous demandent justement d'avoir des systèmes d'enregistrement, des systèmes d'identité. On voudrait continuer à poser aux pays, est-ce que vous allez lier ces informations à un système de SEC? Parce que si vous ne le faites pas, ce financement ne vaut pas la peine. D'abord, vous devez établir votre système de SEC et ensuite, à partir de là, bâtir un système d'identité. On a parlé des systèmes de carte d'identité où il n'y a pas de système de SEC. À ce moment-là, on peut avoir peu de technologie avec des fausses identités et on pourrait passer à des fausses identités avec beaucoup de technologie. J'ai beaucoup appris aussi dans la session sur la technologie de chaîne de blocs et toute cette idée qu'il y a des nouvelles technologies qui existent qui permettent à créer une confiance entre les utilisateurs. Ces technologies ont énormément de potentiel, surtout dans des circonstances où il y a des intervenants d'un côté et des représentants de l'État de l'autre côté et qu'il y a ce manque de confiance. Eh bien, ces technologies permettront à tous de vérifier les transactions. Moi, je travaille plutôt du côté des élections et ces informations sont très importantes. Merci. Génial. Autres observations? John, please. Yeah, well, I just want to thank the organizers, but also. Donc, je voudrais remercier les organisateurs. Et moi, ce que je retire de cette session, c'est que maintenant, ça fait 6 mois que je travaille à l'OMS et je comprends qu'il y a tout cet écosystème entourant le SEC. C'est bien de pouvoir entendre des gens à quel point notre rôle est encore important. Nous sommes encore en demande. Nous sommes, entre autres, responsables des données de santé. Et je vois qu'il y a quand même une dynamique bidirectionnelle, c'est-à-dire que ce groupe pourrait exercer des pressions sur les secteurs de la santé, d'être davantage cohérents, harmonisés. Et
nous forcer dans des pays à chercher d'autres participants, faire participer d'autres intervenants. Aussi, je pense qu'il faudrait que je corrige les schémas que je vous ai présentés lors de la première journée de la conférence. Nous suivons les naissances et les décès et nous faisons tout ce que nous pouvons pour changer ces schémas avec le temps. Merci beaucoup, John. Alors, c'est un engagement. Autres commentaires? D'autres observations? Une des choses dont nous avons parlé également, c'est le système d'échantillonnage et comment on peut l'utiliser comme point de départ pour accélérer les systèmes d'enregistrement J'aimerais pouvoir mettre l'accent sur une telle mesure comme faisant partie du projet comme ça. J'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait, et peut-être que vous n'en avez pas parlé, mais le fait que l'on doit avoir des évaluations périodiques des systèmes et leur mise en œuvre et de pouvoir suivre les progrès et de pouvoir communiquer ce que nous avons appris tout au long de ce processus, des apprentissages d'un pays à l'autre, quels sont les systèmes, quels progrès ont été réalisés et comment nous pouvons régler des problèmes, communiquer également les pratiques exemplaires, toujours en vue d'avoir un système plus complet, plus exhaustif. Ce que je vous entends dire également, c'est qu'il y a un avantage de savoir ce que font les autres pays et comment les systèmes dans les différents pays fonctionnent et quels sont les résultats de différentes expériences, à savoir ce qui a bien fonctionné et comment on peut partager les connaissances qui en découlent. Donc, je vais m'en tenir à cela parce que j'essaie aussi de respecter les délais. Je vous remercie infiniment. C'était très utile pour nous de pouvoir valider de ce que nous avons entendu et de s'assurer que tout cela est cohérent. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape de cette session, c'est-à-dire que l'UNICEF et l'OMS vont présenter quoi? Une surprise? Je ne sais pas, mais ils vont présenter quelque chose. Take turns. Oh, I can't see it there. Oh, well. Alors, me voilà, j'ai fait. Est-ce que vous pouvez peut-être l'allumer? Je m'appelle Deborah Jackson de UNICEF. Ce n'est pas grave. Il y a quelques années, dans le domaine de la santé, l'OMS et UNICEF, vous pouvez peut-être passer à la deuxième diapositive déjà, non? Merci beaucoup. Voilà le dispositif. Alors, on a décidé de travailler ensemble. UNICEF a toujours travaillé sur les mariages, les naissances et l'OMS sur le décès, mais tout cela en silo. On a décidé de réunir nos forces pour mettre à contribution tout le monde, les gens de l'OMS et les gens de la protection de l'enfance de l'UNICEF, on travaille ensemble. Le contexte est le suivant. On pense que les services de l'État civil est une façon pour nous de réaliser les droits de la personne. Les droits de la personne sont un déterminant social de la santé. Ça nous est important et que la santé est importante pour améliorer les systèmes CRVS à long terme. Alors, on a commencé à travailler ensemble et le Centre d'excellence s'est joint à nous, les autres centres, Gavi et d'autres,
pour travailler sur ces deux questions. Alors, sur la prochaine diapositive. Sorry for the technology. La technologie ne fonctionne pas. Alors, on a commencé à conceptualiser le continuum de soins. Dans le CRVS, vous avez une approche axée sur le cycle de vie, naissance au décès. Alors, nous avons une approche semblable dans le domaine de la santé. On a commencé à nous pencher sur une approche axée sur le cycle de vie et un continuum de la santé. Alors, on voulait savoir où, dans le continuum de la santé, il y a l'intersection entre la santé et le CRVS, donc les données pendant la grossesse, après la grossesse, la naissance, la petite enfance, l'enfance et ensuite les données plus tard dans la vie jusqu'au décès. Alors, on prévoit un continuum de données de programmes qui est donc enregistré ou intégré dans un système d'information et peut être une source d'information très riche sur la population. Les fournisseurs de soins de santé dans le domaine des naissances, décès, etc. Les fournisseurs de services de soins de santé sont les fournisseurs et également les utilisateurs de ces informations. Donc, il faut travailler avec les collègues du CRVS pour obtenir les statistiques dont on a besoin. Et beaucoup de nos partenaires s'y intéressent à cause des informations sur la population. Pour les ODD, on a besoin de dénominateurs. Alors, on s'est réunis il y a 2 ou 3 ans, il y a 18 mois, pour être plus exact, et on a décidé que les 2 agences allaient travailler ensemble pour faire la promotion du service auprès de nos partenaires. Teresa va présenter notre déclaration et on apprécierait votre appui et on voudrait bien que vous partagiez cette déclaration avec vos partenaires dans le domaine de la santé également. Alors, notre déclaration en vertu de notre engagement vers les ODD et les populations vulnérables, y compris les femmes, les enfants, l'UNICEF et l'OMS, comptent travailler ensemble avec des partenaires pour renforcer le CRVS. Pour y arriver, nous allons nous inspirer de nos forces respectives pour mettre en place des stratégies axées sur les données qui s'occupent des besoins de développement de santé des enfants et des femmes, surtout pendant les périodes de grossesse, naissance et l'enfance. On va collaborer pour innover. Nous allons collaborer pour évaluer des approches innovatrices, pour évaluer des technologies, pour appuyer les liens entre le CRVS et les interventions pour les femmes et les enfants. Nous allons également faire la promotion de l'équité auprès des pays. Nous allons faire la promotion de cette équité auprès des pays et des partenaires de développement pour permettre au CRVS de s'occuper de la santé et du développement des populations marginalisées. Nous allons également passer à l'acte. Nous allons partager notre savoir-faire, des informations, de l'expertise technique également. Nous allons travailler avec nos partenaires multisectoriels pour renforcer les systèmes de l'information. Nous allons apprendre collectivement, on va apprendre des expériences des autres pays pour renforcer la coordination. On va mobiliser les ressources financières, techniques et humaines pour appuyer les systèmes CRVS et on va établir un lien. On va travailler ensemble pour faire en sorte que tout le travail qui est effectué dans le domaine de la surveillance de la mortalité et nous travaillons également dans le domaine des enquêtes auprès des ménages sur l'immunisation, les autopsies, etc. Et nous allons établir un lien entre ces systèmes et les systèmes CRVS de façon interopérable. This is a joint statement.
Alors, c'est une déclaration conjointe et les déclarations conjointes nous permettent de faire une déclaration auprès des collectivités de la santé et on inviterait d'autres partenaires à partager notre engagement. Copies were circulated yesterday. Alors, on vous a circulé des exemplaires hier. Je pense que tout cela sera disponible sur nos sites web respectifs et également sur le site web de la conférence. Merci beaucoup. Thank you very much. Any questions? Avez-vous des questions, des observations pour l'OMS et l'UNICEF, à part les féliciter de cette initiative formidable et d'avoir choisir le bon endroit, le bon moment pour en faire le lancement? Merci beaucoup. Maintenant, ça nous amène à la prochaine étape de notre après-midi, qui est une présentation sur notre déclaration de conférence. Alors, je ne vais pas être celui qui va en faire la présentation, mais j'aimerais vous dire néanmoins que cette déclaration, et vous avez déjà vu l'ébauche, a été légèrement modifiée pour étoffer le contexte, pour bien saisir ou refléter les discussions qui ont eu lieu pendant cette conférence, pour bien refléter la panoplie de questions qui sont ressorties de nos conversations et également pour préciser les rôles et des possibilités d'action sur lesquelles vous avez formulé des observations et vous nous avez demandé de préciser cela dans le texte. Je vais demander à USND de présenter la déclaration. Bien entendu, il va falloir apporter des retouches finales. On espère pouvoir le faire demain et on espère pouvoir l'afficher sur notre site web très rapidement. Thank you. Merci beaucoup à tout le monde. On touche à la fin pour les statisticiens qui aiment les chiffres. Nous avons plus de 140 participants à cette conférence. C'est remarquable. Il y avait 10 panélistes, 12 ateliers, tout cela pendant 2 jours très intenses. On doit dire donc la conférence évaluée à partir des statistiques est une réussite retentissante. Avant de vous présenter la déclaration finale, donc la déclaration stratégique de la conférence, j'aimerais juste vous rappeler que nous avons parlé de l'état civil de l'ESSEC, nous avons parlé des systèmes de gestion de l'identité, nous avons parlé de la santé, les causes de décès en particulier, et sous chacun de ces rubriques, nous avons étoffé les questions de l'enregistrement des naissances, des mariages, des divorces, etc. Et nous avons également parlé des questions transversales, la technologie, par exemple, qui s'applique plutôt à toutes les étapes du processus d'enregistrement. Nous avons abordé également le cadre juridique, le rôle des gouvernements, que doivent-ils faire pour faire en sorte que personne n'est laissé pour compte d'ici 2030, quelles sont les nécessités, les exigences pour mettre sur pied les systèmes qui enregistrent tous les événements pendant une vie. On en a parlé de façon globale, au niveau régional et au niveau des pays également. Nous avons des réussites et c'est très encourageant. C'est quelque chose qui a également orienté nos discussions et qui ont orienté
les priorités qui découlent de cette conférence. Et ces priorités sont présentées maintenant à l'écran. Je ne vais pas en faire lecture, mais j'aimerais vous dire deux choses. Alors, un des résultats qu'on voudrait découler de cette conférence, c'est l'élaboration d'un plan mondial pour renforcer le CRVS qui est axé sur l'innovation et la technologie. On nous a parlé de beaucoup de réussites grâce à l'innovation, et pas seulement l'innovation technologique, mais également l'innovation opérationnelle et les changements à la philosophie de l'enregistrement des événements pendant toute une vie. Alors, ce sont les principes qu'on voulait présenter, donc le rôle des gouvernements. Et il faut que les gouvernements en prennent responsabilité. Les gouvernements doivent faire preuve de leadership à cet égard. Il faut qu'il y ait un engagement envers les solutions durables dans le temps. Il y a plusieurs points qu'on aimerait vous présenter ici. Tout d'abord, nous espérons que cette conférence nous a aidé à renforcer les partenariats mondiaux et régionaux. Il y en a des représentants qui représentent toute une panoplie d'organisations, de pays divers dans le monde. Ça nous montre qu'une telle coopération est possible, mais tout ce qu'il faut faire, c'est passer à l'acte et il faut le nourrir le processus. Il faut également l'appliquer à tous les niveaux des processus pour l'amélioration de l'enregistrement. Nous nous efforçons à faire en sorte qu'une seule solution ne soit pas appliquée partout. Et il faut que les conseils, les recommandations soient adaptés aux circonstances bien précises d'un pays. On a appris qu'il n'y a pas une seule solution pour tous. On voulait vraiment préciser cela. On pense que ça devrait être un des principes qui va orienter le travail futur pour aider les pays à atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire l'enregistrement obligatoire de tous les événements pendant la vie d'une personne. On aimerait favoriser la création d'une communauté de pratique. Nous avons déjà semé les graines et jeté les bases finalement, et c'est quelque chose dont on va tous profiter. Nous avons tous appris beaucoup pendant cette conférence et on aimerait également traduire nos discussions dans des conseils pratiques pour tous les acteurs. On aimerait qu'on travaille sur le renforcement de la coordination, mais nous nous rendons compte du fait que les circonstances ne sont pas toujours les mêmes, mais les donateurs ont leurs propres règles, leur propre mandat, certes, mais malgré cela, on aimerait penser qu'il y a possibilité de les réunir pour mettre sur pied les activités de coordination pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les activités des donateurs au niveau des pays et qu'on s'engage envers un échange exhaustif de ressources pour vraiment appuyer le pays qui tente de renforcer ses propres systèmes. Et en dernier lieu, je pense que ce genre de conférences sont une tribune pour profiter des expériences et des connaissances des autres. Et c'est également une tribune pour qu'on mette sur pied et qu'on élabore les solutions. On aimerait remercier tout d'abord les organisateurs et on aimerait également vous remercier, vous, et on aimerait vous les exhorter à organiser ce genre de conférence à nouveau. Et il faudrait qu'on ait ce genre de conférence à l'avenir pour qu'on puisse évaluer l'état d'avancement des choses, pour qu'on puisse vraiment évaluer comment on peut réunir nos forces pour atteindre les objectifs de 2030. Thank you very much, sir. Merci beaucoup, Sergeant, d'avoir
présenter la déclaration au nom du comité des directeurs. Avez-vous des observations à formuler sur la déclaration, sur la présentation de cette déclaration? Alors, oui, très bien. Qui ne dit mot consent? Alors, bon signe, à mon avis. Alors, maintenant, on est arrivé aux dernière étape de l'après-midi. Alors, quelques remarques administratives. Ensuite, je vais me taire à 5h30. Une des annonces que j'ai à vous faire est la suivante. Les formulaires d'évaluation vous seront expédiés par courriel. On va les rendre disponibles en ligne également et on vous encourage fermement à prendre quelques instants pour les remplir, pour nous donner votre rétroaction. On pourrait vraiment profiter de cette rétroaction au sujet de cette conférence. Et ça va nous aider à améliorer le contenu et le fonctionnement des conférences futures. Prochaine annonce. Pour vous rafraîchir la mémoire et la déclaration sur les résultats de la conférence. Alors, les résultats seront présentés la semaine prochaine à la commission de l'ONU sur les statistiques et le centre d'excellence va prendre la parole pour les présenter. Irina va y aller pour les présenter. Elle va parler elle va parler également de travailler avec nos partenaires pour rédiger un rapport de concert avec nos partenaires que nous allons publier. Ce n'est pas la fin, c'est que le début de la communication des résultats de cette conférence. On aimerait vous demander de poursuivre votre conversation en ligne. Beaucoup d'entre vous avaient rédigé des gazouillis formidables et on vous demanderai de poursuivre vos discussions suite à cette conférence à point mot-clic CRVS 2030. Et ma dernière tâche de l'après-midi est la suivante, et c'est peut-être la tâche la plus difficile, c'est de vous remercier. Je ne sais même si je vais pouvoir tout remercier en 10 minutes. J'aimerais tout d'abord, au nom du Centre de l'Excellence et du CRDI, j'aimerais vous remercier, vous tous, d'avoir participé activement et vigoureusement participé à cette conférence. La conférence n'aurait pas été une réussite, n'aurait pas été si utile sans votre participation active et sans votre volonté de vous mettre au défi et d'être ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles relations, de nouveaux réseaux. J'aimerais vous remercier, vous, d'avoir participé à cette conférence. Et j'aimerais vous applaudir également maintenant. And then there are so many special thanks, but Il y a beaucoup de remerciements, mais j'aimerais aussi remercier les animateurs, les présidents, les présidentes des conférences, les laboratoires et ainsi de suite. Ces gens ont travaillé très fort, d'arrache-pied, longtemps avant même la conférence. Ils ont organisé les laboratoires. Ils voulaient s'assurer que les différents points de vue étaient reflétés le plus possible. Ils voulaient s'assurer également qu'il y ait une représentation des hommes et des femmes dans les conférenciers et les conférencières et aussi par rapport aux animateurs et aux animatrices. Donc, je vous remercie infiniment et vous avez certainement même des devoirs à faire en quittant aujourd'hui. Donc, j'aimerais remercier tout le monde, les présidents, présidentes, animateurs et animatrices. Et ensuite, il y a toute une armée de gens qui ont pris des notes lors de cette conférence, tous des bénévoles. Peut-être qu'on leur a tordu un peu le bras, mais il y a eu énormément de travail pour documenter cette conférence. J'espère que cela sera utile afin que l'on puisse
continuer, poursuivre le dialogue, mais aussi que tout cela va pouvoir servir aux autres qui n'ont pas pu participer à la conférence. Donc, je demanderai aux gens qui ont pris des notes de vous lever, s'il vous plaît. Et je crois que certaines personnes ne sont pas présentes non plus. C'est la raison pour laquelle il faut que nous terminions d'ici quelques minutes. Je voudrais remercier également les interprètes. Ils ont travaillé très fort. Je ne sais pas comment ils ont fait pour suivre les laboratoires, les conférences, les gens, les micros ouverts et fermés, ainsi de suite. Et certaines personnes parlaient rapidement, pas assez rapidement. Donc, merci beaucoup aux interprètes. Ils ont fait en sorte que tout s'est bien passé. Les gestionnaires des installations ne sont pas ici, mais je voudrais aussi vous dire qu'ils ont été très souples. Ils nous ont accommodés. Nous avons eu beaucoup de changements dans la planification de cette conférence. Et peut-être qu'il y a un représentant ici présent, mais nous avons eu énormément de collaboration de la part des responsables des installations. Je voulais tout simplement dire qu'on n'aura pas pu avoir une conférence qui s'est si bien déroulée sans avoir leur contribution. J'aimerais donc les remercier en votre nom. And the food was delicious, of course, so that helps, right? And then I want to really thank. Et je voudrais remercier également les membres de mon équipe du programme de la santé des mères et des enfants. Sans leur travail d'arrache-pied qu'ils accomplissent depuis un an. Ça fait presque un an que nous travaillons sur cette conférence, à partir de la conception jusqu'à la présentation. Ils ont travaillé très fort, très longtemps. Ils ont écouté les gens, ils ont écouté les conseils, à savoir comment s'assurer que cette conférence soit utile pour tout le monde. Donc, j'aimerais que les membres de mon équipe se lèvent et je voudrais vous remercier du fond du cœur. And I know she's going to... Et je sais qu'elle va me tuer, mais je voudrais aussi parler de quelqu'un particulier. C'est sa dernière journée aujourd'hui au sein de notre équipe et parce qu'elle est à veille d'accoucher, donc elle est restée juste pour la conférence, mais elle a joué un rôle très important quant aux préparatifs et ainsi de suite. Donc, Christine, levez-vous. Et ne me tuez pas. Nous avons eu aussi d'excellentes équipes, des équipes d'informatique et d'audiovisuel, et il y a des représentants de Comcast ici présents. Je ne sais pas où ils sont, mais ils nous ont beaucoup aidés avec le site Internet, les résumés aussi, des documents. Et Annika a beaucoup aidé également dans les préparatifs pour la conférence. Et évidemment, les membres du comité directeur, j'en ai parlé hier, mais je voudrais quand même rendre hommage à leurs excellents conseils. Ils ont fait en sorte que cette conférence s'est bien déroulée. Je n'ai plus rien à dire, sauf que j'aimerais vous revoir ici à Ottawa bientôt, que ce soit le printemps, l'été, l'hiver. Il y a beaucoup de choses à faire tout au long de l'année. J'espère que vous avez pu profiter un peu de votre visite ici pour au moins peut-être visiter le Parlement. Et j'espère vous revoir ici bientôt. Merci à tout le monde.